Voilà. Donc, je vous rappelle quand même brièvement les différents traceurs qui ont été proposés dans le cadre de l'amylose. Donc, les trois qui sont en noir, je ne vais pas vous en parler, et je ne vous parlerai que des deux derniers dont on a une certaine pratique à Henri Mondor. Alors, le premier, là en haut, c'est le composant amyloïde P, sérique. Donc ça, ce sont nos amis anglais et néerlandais qui peuvent l'utiliser. Mais comme c'est un composé d'origine humaine, nous, on n'a pas le droit. Donc je n'ai aucune expérience de ce traceur. Par contre, donc, je vais vous présenter ce qui se fait avec les disphosphonates et le MIBG. Donc, les diphosphonates, ce sont des molécules qui ont au commun donc deux groupes phosphonates et qui diffèrent par leur groupe central. Vous avez ici donc les trois principaux diphosphonates actuellement utilisés. Donc à gauche le MDP dont le groupe central est le méthylène diphosphonate. Au centre, le HMDP, donc c'est celui qu'on utilise en Henri Mondor. Donc le groupe central, c'est de l'hydroxyméthylène diphosphonate. Et puis, si vous lisez la littérature spécifique à la scintigraphie, en fait, la plupart des auteurs utilisent le DPD, donc, dont le groupe central est de l'acide propanodicarboxylique. Tous donc, ces traceurs ont une forte affinité pour le calcium et le phosphate de calcium. Alors bien entendu, le calcium, il est quasiment exclusivement contenu dans l'os. Et puis ces diphosphonates vont se fixer sur la phase minérale de l'os, donc constituée d'une fraction amorphe avec divers phosphates calciques et surtout une fraction cristalline constituée par le cristal d'hydroxyapatite. Vous voyez, le cristal d'hydroxyapatite, c'était cette espèce de petite structure hexagonale qui s'agence autour de fibres de collagène et qui forment des strates concentriques autour du canal de Havers dans la corticale des os. Et bien entendu, quand vous injectez ces diphosphonates, eh bien, chez le sujet normal, il va se fixer quasi exclusivement sur l'os. Donc c'est le principe, en réalité, de la scintigraphie osseuse. Et vous en avez un exemple en bas à droite chez un sujet normal. J'ai tendance, comme ma précédétrice, à appuyer sur le mauvais bouton. Voilà, alors ça c'est le protocole qu'on utilise à Henri Mondor dans le cadre spécifique de la recherche d'amylose cardiaque. Donc après l'injection du diphosphonate, on fait un premier corps entier précoce, donc sur lequel on ne voit pas l'os, mais on voit l'air cardiaque. Et puis, le corps entier osseux proprement dit est réalisé 3 heures après l'injection des diphosphonates, du HMDP, à Henri Mondor. Et ce corps entier osseux est systématiquement complété par une tomoscintigraphie osseuse. Alors, il y a deux manières en fait, d'interpréter ces images. Alors, en clinique, on quantifie la fixation myocardique en utilisant un score visuel, score en 3 points. Donc le score est de 0 lorsqu'on ne voit pas de fixation sur le myocarde. Le score est de 1 quand on voit une fixation sur le myocarde, mais que cette fixation est inférieure à la fixation donc, des os de la cage thoracique. Elle est de 2, le score est de 2 quand la fixation est équivalente à la fixation donc, de la cage thoracique, osseuse de la cage thoracique, et de 3 lorsque la fixation donc, sur le myocarde est supérieure à la fixation donc, sur le squelette osseux thoracique. Et là, on commence à ne plus voir en fait le squelette osseux. Et puis dans les publications, en fait, on mesure un taux de fixation cardiaque par une méthode semi-quantitative. Donc on utilise le corps entier précoce pour dessiner une aire cardiaque qu'on va reporter sur le corps entier tardif, et on va calculer des moyennes géométriques dans ces aires. Et la moyenne géométrique, c'est assez simple, hein, c'est la racine carrée du nombre de coups en face antérieure multiplié par le nombre de coups en face postérieure. Et à partir de ces moyennes géométriques, on va tirer 3 index, donc un taux de fixation cardiaque. Le taux de fixation cardiaque, c'est la moyenne géométrique de l'air cardiaque à 3 heures sur la moyenne géométrique du corps entier à 5 minutes. On
on a aussi un index représentant le taux de fixation du corps entier. Donc ça, c'est la moyenne géométrique du corps entier à 3 heures divisée par la moyenne géométrique du corps entier précoce. Et puis, on fait un rapport entre le taux de fixation sur le cœur et le taux de fixation sur le corps entier. Alors, très rapidement, donc une image, on va dire, caricaturale, d'une fixation donc totalement anormale des diphosphonates sur le myocarde. Donc, vous avez en haut et à droite le corps entier. On voit très clairement une fixation donc, du HMDP sur le ventricule gauche. Et puis donc on complète, là le score visuel était de 2, on complète ce corps entier par une tomographie. Donc là ici c'est une double tomographie parce qu'on a une caméra hybride TDM SPECT. Et en fait les coupes TDM nous aident à choisir sur la tomographie osseuse les coupes qui passent par le cœur. Alors ici, on n'en a pas besoin, tellement c'est évident. Alors, en particulier, on voit très très bien la fixation donc, diffuse du HMDP sur le ventricule gauche, mais on est aidé aussi par la coupe TDM, parce qu'on a quand même des fixations un tout petit peu plus subtiles. Donc on a ici, sur la coupe frontale de scintigraphie osseuse, une fixation linéaire qui, sur l'image de fusion, correspond ici à la paroi de l'oreillette droite. Et puis sur la coupe transverse, vous avez aussi une fixation ici de plus faible intensité linéaire qui correspond donc sur l'image de fusion à la paroi du ventricule droit. Donc ici, on a une fixation diffuse du HMDP sur toutes les parois du myocarde et a priori, donc chez ce patient, le diagnostic a été porté de amylose TTR. Et étant donné l'âge, c'était une amylose TTR plutôt de type sénile. Alors l'intérêt en fait des diphosphonates dans le cadre du diagnostic de l'amylose, c'est le papier de référence est celui de Rapezzi, donc publié dans le journal de médecine nucléaire européen en 2011. Il avait étudié donc 45 patients atteints d'amylose TTR, 34 patients atteints d'amylose AL et 15 contrôles. Et vous voyez donc les résultats du taux de fixation cardiaque en bas et à droite, avec tout à fait à droite les sujets contrôles, au milieu les patients atteints d'amylose AL, et puis à gauche les patients atteints d'amylose TTR. Et on voit que le taux de fixation cardiaque est significativement plus élevé chez les patients donc, qui ont une amylose de type TTR, par rapport bien entendu au sujet contrôle, alors qu'il n'y a pas de différence significative entre les patients atteints d'amylose AL et les sujets contrôle. Donc, on va dire que caricaturairement, eh bien, on peut dire que quand il y a une fixation diffuse des diphosphonates sur le cœur, eh bien, on peut porter, a priori, le diagnostic d'amylose TTR. Alors, qu'en est-il dans le cadre du diagnostic précoce? Eh bien, on peut avoir, on va dire, une petite réponse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications dans le diagnostic précoce. On peut avoir donc une réponse, une première réponse, par cet article de Glaudemans, donc qui est une publication récente de 2014, qui a étudié donc 41 patients amylose TTR, donc 35 héréditaires et 6 séniles, et il a divisé cette population donc, en 3 groupes. Les porteurs sains, donc qui n'avaient aucune symptomatologie, des patients symptomatiques qui avaient, ce qu'il dit, pas de signe échographique d'atteinte amyloïde parce que l'épaisseur du SIV était inférieure à 12 mm, et puis une population symptomatique avec des signes échographiques d'amylose parce que l'épaisseur du SIV était supérieure à 12 mm. Alors, symptomatiques avec SIV inférieur à 12 mm, c'était des patients qui avaient essentiellement en fait, une symptomatologie neurologique et pas de symptomatologie cardiaque. Alors que le dernier groupe, c'était tous des patients qui avaient une symptomatologie cardiaque, en particulier une insuffisance cardiaque. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est le deuxième groupe, parce que donc, chez ces patients qui ont finalement que des signes neurologiques, eh bien quand même, 8 patients sur les 19 ont une fixation donc, du phosphonate sur le cœur avec un score supérieur ou égal à 2, donc une fixation extrêmement importante. Deuxième type de traceur, donc c'est le MIBG
marqué à l'iode 123. Donc le MIBG, c'est un analogue de la guanétidine, donc agent bloquant adrénergique. Quand vous injectez le MIBG par voie intraveineuse, donc il passe dans l'espace synaptique, hein, et puis il est capté par le transporteur de la noradrénaline pour réintégrer donc, le nerf terminal, et il est stocké dans les vésicules de stockage de la noradrénaline. Donc en fait, le MIBG, ça reflète la densité des transporteurs de la noradrénaline dans le tissu cardiaque. Alors à l'origine, donc c'est un vieux traceur, hein, ça a été utilisé pour faire le diagnostic de phéochromocytome ou de ganglioneuroblastome. Ensuite, dans les années 90, ça a permis d'évaluer donc les réserves adrénergiques des patients en insuffisance cardiaque, et c'était un critère dans les années 90, lorsque le taux de fixation du MIBG cardiaque était effondré, c'était un critère pour proposer donc, la greffe cardiaque aux patients. Hein, donc c'était un critère extrêmement important. Alors qu'en est-il dans le cadre... Alors pardon, avant, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Donc on injecte le MIBG par intraveineuse et on fait un plan caméra donc, sur la cage thoracique à 15 minutes et à 4 heures. Hein. Et donc à partir de ce plan caméra, on dessine une zone d'intérêt autour du cœur, on dessine une zone d'intérêt dans le médiastin et on calcule un rapport, donc cœur H sur M, cœur sur médiastin, à partir du nombre de coups moyens dans les deux zones dessinées. Et vous avez donc 3 exemples à droite. En haut à droite, vous avez donc la fixation du MIBG chez un sujet normal. Donc on voit très bien la fixation du MIBG dans le ventricule gauche. Donc au milieu, donc, un patient qui a une insuffisance cardiaque de type 2, donc vous voyez que le rapport est diminué, hein, il passe de 2,2 à 1,7, et puis en bas, donc un patient avec une insuffisance cardiaque extrêmement évoluée, on ne voit quasiment plus de fixation du MIBG dans le cœur. Et chez ce patient-là, en bas et à droite, c'était une indication à la greffe cardiaque, maintenant à la pose de défibrillateur. Alors, dans le cadre de l'amylose, alors on va dire qu'il y a 3 pistes. Donc la première piste est assez ancienne, c'est une publication de 1997. Donc une équipe japonaise a publié donc, une série de 12 patients, petite série, hein, mais donc 12 patients qui avaient une atteinte neurologique, qui étaient tous TTR héréditaires. Et donc chez ces 12 patients, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc l'épaisseur septale. Vous avez l'épaisseur septale donc ici, hein, et vous voyez, donc, ces patients avaient la particularité, donc, sur la MIBG, de ne pas avoir de fixation du tout hein, dans le myocarde, ou d'avoir une fixation limitée à la paroi antérieure du ventricule gauche. Donc tous ces patients avaient bien entendu une fixation très anormale du MIBG dans le cœur. Eh bien, vous voyez que sur ces 12 patients, hein, il y en a quand même ici 8 qui ont une épaisseur septale inférieure à 12 mm. Hein, et aucun de ces patients n'avait de symptomatologie cardiaque. Alors, deuxième piste, donc là c'est un petit peu plus difficile d'avoir des données précises, mais c'est quand même un papier qui est paru donc, en 2012, toujours les clips de Glodemans. Et la seule information donc, que j'ai pu tirer de cette publication, c'est que chez les patients qui n'ont pas de signe scintigraphique d'amylose, eh bien, le rapport cœur sur médiastin est plus bas chez les patients qui sont atteints d'amylose TTR que de patients atteints d'autres amyloses. Et alors, la troisième publication, alors, qui est extrêmement intéressante, c'est donc une publication qui est parue dans Circulation l'année dernière. C'est une publication extrêmement intéressante parce que le nombre de patients est quand même considérable, hein, 143 patients, et complètement homogène. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont tous la mutation Val30MET. Hein, c'est une équipe donc, de Lisbonne qui a publié
cet article. Et donc, dans cette population de 143 patients, il y avait 68 patients qui avaient un bilan neurologique strictement normal et 40 patients qui avaient un bilan cardiovasculaire également strictement normal. Alors, le bilan cardiovasculaire, c'est un bilan fin. Hein, c'est-à-dire que tous ces patients avaient un Holter, une MAPA, une échographie cardiaque. Et quand on dit bilan cardiovasculaire normal, c'est-à-dire, en caricaturant, qu'ils n'avaient pas la moindre extrasystole sur le Holter, la tension artérielle était strictement normale sur la MAPA, et ils n'avaient pas le moindre scintillement sur l'échographie cardiaque. Hein, il n'y avait pas de strain. Hein. Donc, dans cette population, donc a priori normale, il y a quand même 3 patients, hein, donc 2 patients qui ont un bilan neurologique normal et un patient qui a un bilan cardiovasculaire normal, qui ont un rapport cœur sur médiastin inférieur à 1,6. Alors c'est d'autant plus inquiétant, ou au moins ça pose une vraie question, parce que vous voyez que cette valeur de 1,6, hein, c'est une valeur dans le même papier qui permet de séparer donc 2 populations extrêmement différentes, hein, en termes de courbe de survie. Donc quand les patients ont un rapport cœur sur médiastin supérieur ou égal à 1,60, eh bien 75% d'entre eux sont vivants 13 ans après le premier examen, alors que lorsque les patients ont un rapport cœur sur médiastin inférieur à 1,6, eh bien ils sont tous décédés 9 ans après le premier examen. Donc, je terminerai ma présentation, en fait, par une question aux cliniciens. Hein, à partir d'un cas clinique, donc connaît très bien Violaine, et auquel on a eu affaire. Donc, c'est un patient de 47 ans, donc, qui est suivi parce qu'il a une mutation donc, de son gène Val30MET. Il n'a pas de symptomatologie neurologique. À l'échographie, l'échographie est considérée comme normale, hein, à part que, bon, mais ça, c'est les cardiologues qui peuvent me dire ça, le septum, on va dire, est limite puisqu'il est à 12 mm. Alors, l'IRM, qui est indiscutable parce qu'elle a été faite par Jean-François II, hein, eh bien, retrouve effectivement un SIV, donc un petit peu trop épais, puisqu'il il a été calculé à 15 mm, et puis un rehaussement, donc, limité du bord droit du septum interventriculaire. Je vois que ça te... Bon. Enfin, voilà. Et vous avez donc à droite son examen à la MIBG. Et clairement, sur cet examen, il n'y a aucune fixation du MIBG dans l'air cardiaque. Rien de rien. Hein? Le rapport, il est à 1 entre le cœur et le médiastin. Donc, je lance le débat et je demande aux cliniciens qu'est-ce qu'on fait pour ce patient qui, a priori, a un pronostic quand même très mauvais. Je vous remercie.